Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans l'émission L'autre journal de ce lundi. Nous sommes au Togo et le secteur de l'éducation est dans le coma. Aujourd'hui, les enseignants ont encore lancé leur grève de 72 heures. Ils sont à la maison, les élèves se baladent dans les rues et nous sommes sur le plateau pour en parler avec nos invités. À ma droite, Joël Ega, patron du journal Fraternité. Joël, bonjour. Bonjour mon frère, bonjour mon cher ami Ferdinand, bonjour les magiciens de l'autre côté de la caméra. Tu as déjà annoncé le second invité, c'est Ferdinand Haïté. Il est le directeur du journal L'Alternative. Bonjour Ferdinand. Bonjour Isidore, bonjour Joël, bonjour tous ceux qui nous suivent, salut aux caméramans, tous ceux les techniciens qui font un travail assez impressionnant pour que l'émission soit enregistrée et puis après diffusée. Merci à vous tous. Merci, soyez les bienvenus dans cette émission. Ma première question va à Joël. Joël, aujourd'hui les élèves se retrouvent encore dans les rues. Bon, ils ne manifestent pas, mais ils n'ont pas pu faire cours ce matin. Les enseignants sont en grève. Les mêmes problèmes reviennent. Oui, les mêmes problèmes reviennent avec le même régime, avec surtout les mêmes promesses qu'on ne tient jamais, mais on n'a pas honte de nous ramener toujours les mêmes promesses, les mêmes mots. On a cru que le problème c'est un changement d'homme. Non, on a toujours dit sur ce plateau que c'est un changement de système. Tu as bien entamé, c'est un lapsus, mais ce lapsus n'est pas, comme on le dit très souvent dans notre inconscient, les lapsus ne sont pas anodins. C'est parce qu'on connaît le scénario, les enseignants grèvent, les élèves sont dans la rue, parce que déjà aujourd'hui, il fallait voir, il y en a qui étaient rentrés, et en plein coronavirus surtout, ça ne sert à rien de rester là, tourner le pouce à s'acoquiner avec les autres au risque d'être exposé. Donc il y en a qui sont rentrés. Moi j'en ai vu dans la rue, je me suis dit, ben, attends, il y a quoi? Il y a tout à l'heure, même autour de 13, je demandais à certains, vous allez à l'école parce qu'ils n'étaient pas dans le sens de là où l'école, je me suis dit, bon, peut-être on a ouvert un nouveau collège dans ma zone là. Ils disent non, qu'ils revenaient à la maison. Je dis, bon, oh. Ok, donc c'est pour dire que le nœud du problème est là, on tourne en rond. La dernière fois, le dernier conseil des ministres, on nous a dit qu'on a augmenté le quota accordé à l'éducation parce qu'on veut faire des clins d'œil au Millennium Challenge, à compte, c'est ça, au Millennium Challenge, et une compétition, enfin un objectif devant lequel on est en train de patiner éternellement, malgré que le ministre Okoroko soit là, il dit non, que lui il va procéder autrement, il n'a pas pu trouver la solution. On a l'impression que, ce n'est même pas l'impression, c'est la traduction de la volonté selon laquelle on n'a rien à foutre de la relève de demain. Et là, nous avons toujours des gouvernants qui sont dans la posture de nivellement vers le bas. Et parce que tous ceux qui sont là aujourd'hui, tu les vois, tous ceux qui aujourd'hui sont aux affaires, ce n'est pas soit, c'est 90%, c'est pas la parvenance. Soit pas la parvenance, et les 10% qui sont compétents, c'est parce qu'ils se sont accrochés à ces réseaux mafieux, à ces réseaux d'héritiers, à ces réseaux des loges qui sont aux affaires. C'est pour ça qu'ils sont là. Est-ce que tu vois vraiment la compétence promue au sommet des affaires de l'État? Aucunement. Donc, la négligence avec laquelle on traite la question de l'éducation traduit vraiment ce que ceux-là qui nous gouvernent ont en tête. Ils n'ont rien à foutre que les enfants de pauvres réussissent, parce que c'est vraiment les enfants qui sont dans les écoles publiques. C'est les enfants du paysan qui sont dans les écoles publiques. Donc ils n'ont rien à foutre que ces enfants-là réussissent. Ils ont tout intérêt à les empêcher d'avoir la lumière, d'avoir la compétence pour venir concurrencer les enfants demain. Merci beaucoup Joël. Et Ferdinand, on dirait que Ansel Sinandar et Duty Sinandeng ont été assassinés pour rien. Puisque en 2013, ces élèves ont été assassinés parce que les descendants réclamaient les professeurs. Aujourd'hui, les mêmes problèmes se posent. Oui, disons, ça fait quoi? Ça fait presque 10 ans qu'on assiste au même phénomène. Et on dirait le cycle infernal recommence. Il y a quelques années, les élèves étaient beaucoup plus dans les rues que dans les classes. Certains parfois reprimés par les
les forces de l'ordre, où il y a eu des tirs qui ont touché ces pauvres élèves qui étaient décédés, des assassinats qui ont beaucoup touché les Togolais. Et on n'a tiré aucune leçon de tout ça. Et ça fait presque 10 ans. Si pendant 10 ans, le même régime est là et que ce régime n'a pas pu régler ne serait-ce que 70% des préoccupations des enseignants pour que ce secteur se calme, c'est parce que c'est certainement qu'il y a un gros souci. Voyez-vous, c'est vrai qu'il y a des beaux discours, il y a des annonces, il y a des déclarations, mais sur le plan réel, il n'y a pas grand-chose qui se fait. Vous allez voir, peut-être des gens vous diront, oui, beaucoup de choses ont été faites pour les enseignants, ils sont trop exigeants, comme les gens l'ont dit pour les médecins, les praticiens de la santé, et finalement, vous allez dans les hôpitaux, c'est des mouroirs. Donc, on a c'est une évidence que le système est en délitement et le pays avec. Et je vais toujours comparer cette situation à un barrage qui est en train de céder, le barrage qui a eu des poches, des fissures, qui a des fissures, et la pression de l'eau étant tellement forte, le barrage veut céder, et puis on essaie de colmater à certains endroits, mais trop ou tard le barrage finira par céder. Au lieu de détruire carrément, de mettre en place un barrage solide. Ouais, donc le barrage finira par céder. Donc c'est ce qui se passe dans le monde de l'enseignement. Chaque année, il y a toujours des grèves. Alors on ne peut pas comprendre que les enfants soient restés à la maison pendant 6 mois, ou même pas, peut-être même plus, avec l'histoire du coronavirus, et que pendant ces 6 mois-là, le régime n'a pas réfléchi à trouver des solutions aux préoccupations des enseignants, de manière à ce que la rentrée se fasse dans le calme, et qu'une semaine après le début de la rentrée, on en soit encore à lancer ces grèves perlées-là. Vous connaissez les syndicats, ce sont les mêmes, FESEN, CZ et tout ça, et même les syndicalistes là-même sont des gens du pouvoir. C'est eux qui sont comment je dirais ça, des ramifications du régime. Et la plupart des enseignants qui font tout ce bruit-là, c'est des gens qui parfois, pendant les élections, vont bourrer les urnes pour permettre au régime, au pouvoir, de sortir, soi-disant, vainqueur des élections. Et nous sommes, quelques mois après, nous sommes face à des réalités. Paraît-il qu'au Togo, il y a 13 000 ou 14 000 enseignants volontaires. C'est aussi un secteur qu'on oublie. Et ces enseignants volontaires, ça veut dire qu'ils n'ont pas de statut, ils n'ont rien, ils ne sont même pas payés. C'est parfois dans les villages que les gens cotisent pour leur donner de l'argent. Alors, on ne peut pas expliquer que ce petit pays, ce bout de territoire, avec autant de richesses que nous avons, on n'a pas de bonnes écoles. Vous allez, je donne toujours un exemple, je ne sais pas, à Gbenkom et là-bas, il y a une école célèbre qu'on appelle Zokaliba, c'est ça, groupe C ou je ne sais pas quoi. Vous allez là-bas, une école assez célèbre, mais qui a totalement été abandonnée. Il n'y a pas de toit, les bancs, les gens qui ont fait 20 ans, s'ils reviennent, ils retrouveront les mêmes bancs sur lesquels ils étaient assis, dans la même classe. C'est comme on est allé à Koumapé, l'école a été fondée, je crois, vers 1930. Les mêmes bancs sont là, c'est-à-dire que le temps s'est arrêté. Donc, les écoles ont le visage de Zokaliba là. À Lomé ici, vous voyez beaucoup d'écoles sans toit. Il n'y a pas de banc, il n'y a pas de table-banc. Et là, en plein Lomé, les élèves sont encore à 120 par classe. Même dans les zones de Djagblé ici, de Zanguera, les élèves sont à 120 par classe. Oh, personne ne le dit. Et il faut approcher les enseignants, vous allez voir. Et comment les enseignants vont pouvoir être à l'aise et enseigner dans ces établissements-là? Là, actuellement, les horaires des enseignants ont augmenté à cause du coronavirus et des emplois du temps qui ont connu des chamboulements. Comment? Il n'y a pas de prime, il n'y a pas de mesures d'accompagnement. Ils font quoi? Pendant ce temps, on forme un gouvernement de 34 ministres, ou bien de plus de 30, une trentaine de ministres. Et chaque semaine, comme le gouvernement est élastique, on nomme de nouveaux ministres. C'est-à-dire que... C'est devenu l'habitude depuis 3 ans. Oui, même plus de 3 ans. On forme le gouvernement et chaque semaine, on charcute des prérogatives d'un ministre. On donne à un copain, à un ami, à une amie. On crée des ministères bidons. Et depuis, ces ministres-là sont en train de chercher aussi leur point de chute en ville
les gens n'ont pas comment appelle-t-on, de locaux pour commencer par s'installer, travailler. Le Premier ministre même dit que bon, là où tous les premiers ministres restaient, ce n'est plus à son goût, elle veut déménager vers la plage, l'ancienne direction des douanes, elle veut rester là-bas parce que c'est plus spacieux là-bas, c'est plus grand, bon, ça reflète la primature. Donc, ce qui les préoccupe actuellement, c'est leur propre installation. Les voitures qu'ils vont acheter, les locaux qu'ils vont trouver. Et donc, le nouveau ministre, président de l'université, ministre de l'enseignement primaire, secondaire et de l'artisanat, c'est ça? Oui. Kokoroko, il a beau avoir la bonne volonté du monde, mais il est face à la triste réalité. Ici, ce ne sont pas les étudiants où on barricade le campus, on amène des militaires pour les étouffer. Ici, c'est les enseignants. Ils sont éparpillés sur l'ensemble du territoire. Donc, ils ont décidé à semer le bordel. C'est triste que notre pays soit à ce niveau-là. On le dit, ça fait rire, mais ça préoccupe. Et le pays en lambeaux. Et c'est ça qui est préoccupant. Comment est-ce que vous pouvez comprendre qu'en prenant la nationale numéro 1, ou bien toutes les routes qui vont à l'intérieur, même à Lomé ici, vous trouvez des écoles en paille, des écoles sans toit, même dans les zones les plus riches, comme Vaughan et Thiévier, où on exploite tellement de minerais, vous trouvez des écoles qui n'ont pas de toit. Il n'y a pas de table-banc. Comment est-ce possible en 2020? Alors, ce n'est pas normal. Ça veut dire quoi? Que il n'y a même pas d'ambition, il n'y a pas de vision. Si par exemple, le régime qui est là depuis 15 ans, bon, je laisse tomber les 38 ans d'Eyadema, Fonia Simbese dit, chaque 5 années, je vais éliminer les écoles en paille sur l'ensemble du territoire. Donc chaque année, 20 000 écoles ne doivent plus être en paille. On commande table-banc, comment on appelle, tôle, je ne sais pas, tout ce qu'on peut commander pour que les écoles soient modernes. Je pense qu'en 15 ans qu'il est au pouvoir, il aurait pu résoudre ce problème. Mais à Lomé, ici, vous avez des établissements qui n'ont pas de toit. Ce n'est pas possible. Donc, voilà l'état de notre système scolaire. Et quand on le dit, on pense qu'on est contre quelqu'un. Et c'est le même constat au niveau de la santé. Les hôpitaux sont des mouroirs. Quand vous en parlez, c'est comme on est contre quelqu'un. Bon, voilà. Donc, tout le monde est dans le même panier. Les élèves, après 8 mois à la maison ou 7 mois à la maison, le moment est venu de reprendre les cours. Les enseignants disent jamais, non, ne sont pas prêts. Les élèves retournent dans les rues. C'est pas normal. Voilà. Merci beaucoup, Ferdinand. Et Joël, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. En 2018, les enseignants avaient remis un rapport au gouvernement qui a promis satisfaire les points contenus dans ce rapport. Mais aujourd'hui, le gouvernement revient et demande aux enseignants de revoir un peu à la baisse leur truc là. Comment ça? Oui, mais attendez, avant même le 2018, déjà en 2017-2016, le chef de l'État avait annoncé les états généraux de l'éducation. Voilà. Et de la santé. Et de la santé. C'est ça. Il a, dans la foulée, il a parlé même du forum de la jeunesse. Ou bien quoi ça, oui, forum de la jeunesse, c'est ça. Il avait. Voilà autant de. Permettez-moi de faire un clin d'œil à un homme, celui qu'on a perdu dernièrement au cours de l'émission. Je m'incline devant la mémoire de John Jerry Ronlis, ce que je retiens de lui, c'est un homme de parole. Il prend des engagements, il les réalise. Mais c'est carrément le contraire chez nous ici. Mais tu vas au Bénin, même Talon, il prend des engagements qui traduisent aujourd'hui dans les faits, les Béninois crient, il dit, mais c'est ce pourquoi vous avez voté pour moi. Alors, tu prends librement des engagements. Tu ne les respectes pas. Tu as parlé de les états généraux de l'éducation. Tout ça, là, c'est pour faire le clin d'œil au Millennium Challenge, dont le portefeuille s'élève au plus à 375 milliards, qui ne signifie rien, même par rapport à ce que la diaspora envoie, ce qu'on détourne dans le pétrole Gates. Voilà. Je crois que le sujet va venir. Alors, tu t'engages pour les états généraux de l'éducation, tu ne les fais pas. Vous prenez des engagements. Vous ne les respectez pas. Même après, vous remettez en cause ces engagements, vous dites qu'il faut revoir à la baisse. Revoir quoi à la baisse? Prenons rien que l'effectif de l'école primaire, du primaire jusqu'aux les 3 cycles, premier, deuxième, troisième cycle. Ils sont environ 2 millions 300. Une table, ça revient à tout casser autour de 10 000. À tout casser autour de 10 000. Quand tu fais 2 millions fois 10 000, ça fait environ 20 milliards. Hein? Rien que 20 milliards pour fournir ne serait-ce que des tables bancs. Or, nous avons eu le projet Péri. Péri 1, Péri 2, Péri N. N Péri. Nous avons, au niveau du ministère du Développement à la base, des financements qui sont là pour la construction des salles de classe.
tu vas au ministère des infrastructures, des financements qui sont là pour la construction des salles de classe. Ça dit, on se demande. Même la présidence. Même la présidence. Actuellement, ils sont en train de construire des trucs au lycée Oui, le projet. Oui, à part il y a le seul projet qu'on a PAPV. Ouais, PAPV, c'est ça. Voilà, PAPV qu'on a logé carrément la présidence, on a dépouillé. Ouais. Et heureusement qu'on a enlevé Dogbe parce que son portefeuille était déjà décontenancé de tout ce qui est juteux, qu'on a logé là-bas la présidence. Bon, heureusement qu'elle allait à la primature, sinon elle allait s'ennuyer. Et donc, voilà autant de lignes budgétaires où on voit quelque chose qui est inscrit au nom de l'éducation. Du moins, construction des salles de classe, de tables bancs, etc. Mais qu'est-ce qu'on constate juste sur le terrain? À quelques kilomètres de Lomé, les élèves sont encore même à Lomé. Ah, justement. La vidéo de CP, même à Lomé. Effectivement. Même à Lomé. Et donc, à un moment donné, il faut se demander, mais en fait, il ne faut pas croire, le Togolais ne peut pas être éternellement dupe. Les gens voient. Mais c'est parce que pour le moment, ils ne peuvent rien vous dire. On a beau aligner des conférences de presse après le conseil des ministres, dire non, maintenant on va faire. On se demande quand ils disent qu'aujourd'hui maintenant on va faire autrement, qui avait mal fait. Prenons le cas de la grève des enseignants. C'était déjà fin juillet qu'on annonçait la rentrée pour le 26 octobre. Ça veut dire qu'on a eu matériellement 3 mois pour voir, ok, à chaque rentrée, il y a des grèves des enseignants. Prenez langue avec eux. Qu'est-ce qu'on n'a pas pu faire dans votre plateforme revendicative? Qu'est-ce qu'on peut solder pour ne serait-ce que sécuriser la rentrée? On était là. Moi, j'ai eu à demander à joindre des responsables du ministère pour leur dire, est-ce que vous êtes sûr que la rentrée va tenir le 26 avec tout ce qu'on attend de gauche à droite? Donc, on va régler et que les enseignants volontaires qui se plaignent, ils seront intégrés, qu'on va organiser un concours. Or, quand on parlait de ce concours, on se souvient que déjà en 2018, on nous avait dit que 50% du budget de l'État était consacré au social, dont un puissant volet pour le recrutement, l'élargissement du personnel enseignant, du personnel même des ministères, etc. Le concours a été lancé depuis 2018. Le concours a été lancé, on a composé qu'en 2019. On a composé en 2019 pour proclamer les résultats. On est en 2020, les résultats ne sont pas encore proclamés. Et le ministre annonce encore de nouveaux concours. C'est-à-dire qu'on se... Il pense que, très souvent, même si la population ne suit pas, nous, la presse, on suit. On les suit, les déclarations qu'ils font sont là. Donc on suit à la lettre tout ce qu'ils disent. Donc il faut qu'ils arrêtent de croire que les gens sont cons. Mais au moins, on est là pour dire aux populations, voilà ce qu'ils avaient dit, ils n'ont pas fait. Et donc, quand aujourd'hui le ministre, on dit qu'on va organiser un nouveau concours, est-ce que le passif qui était là, le concours qu'on avait organisé, est-ce qu'on a déjà rendu les résultats? Est-ce que quand les enseignants demandent aujourd'hui des primes des indemnités, est-ce que c'est impossible au budget de le supporter? Voilà autant de choses qu'ils pensent que non, bon, les gens là c'est des cancrans, on fait du réchauffé pour leur présenter et ils vont l'avaler aucunement. Merci Joël. Ferdi, 2 milliards que réclament les enseignants, 2 milliards hein, pour rentrer, pour apaiser l'année scolaire. Est-ce que c'est impossible pour le gouvernement de trouver ces 2 milliards? On dit qu'il n'y a pas l'argent dans la caisse. Oh, mais ça, c'est des histoires à dormir debout. Il suffit de réduire les commandes de champagne, de vin, que les sociétés d'État font pour doter les institutions, alors que les institutions ont déjà leur budget. Il suffit d'attraper quelques voleurs, dont les voleurs du Petrol Gate. Oui, on a viré 567 millions à une dame. En une seule année, et cette dame a fait 6 ans au ministère. Il suffit d'arrêter 2 ou 3 personnes et puis de retrouver les 2 milliards de régler le problème des enseignants. La difficulté qu'on a dans ce pays, c'est que les gens n'ont aucune bonne volonté. Ils n'ont pas la bonne volonté de régler quoi que ce soit. Ou le système lui-même est tellement pourri, les gens se tiennent que si vous arrêtez une seule personne, vous provoquez un mouvement sismique. Un mouvement sismique. Donc on ne veut toucher à personne. Parce que la personne qui vole a déjà volé pour quelqu'un d'autre. Donc on ne veut toucher à personne. Donc tu me tiens, je te tiens, c'est un truc comme ça. Donc il y a de l'argent dans le pays. Toutes les recettes du port autonome de Lomé, ça va où? Le Togo est le seul pays, excusez-moi. Moi j'ai fait un tour il n'y a pas très longtemps vers l'intérieur du pays. Le Togo est le seul pays où la seule route qui dessert l'intérieur du pays, elle n'est pas goudronnée de façon continue.
Ce n'est même pas un boulevard, c'est une rue. C'est-à-dire que les gens ont fait 16 ans au pouvoir. Ceux qui viennent nous dire qu'ils veulent faire l'autoroute Lomé, où là, c'est cassé là. Ils ont fait 16 ans. Ils ont voulu dédoubler la route. J'ajoute que les prêts ont été accordés déjà en 2012, en 2013, par le BID quand on était en Arabie Saoudite. 100 milliards. 1000 milliards pour faire l'autoroute. Voilà. On n'a jamais vu le début. Alors, ils ont dit qu'ils vont dédoubler la route Toble-Copé, Tchévier. Ils vont faire deux voies. Voilà. Ils ont commencé, ça fait 5 ans. Ils sont à Davier. Ils sont à Davier dans un seul sens. Ils n'ont même pas pour donner le sens contraire. Ça fait 5 ans. Et c'est les gens là qui nous disent qu'ils vont faire une route jusqu'à Sécassé. Et donc vous prenez la nationale numéro 1. Vous ne voyez pas la route de façon continue. Comme les gens disent, goudron viré et dos viré. Voilà, vous quittez, vous arrivez vers Tchévier, vous tombez dans les trous. La route n'existe plus. De Tchévier à Notier, on a comment on appelle ça? On a asphalté un peu. Oui, on a asphalté un peu, on a fait du reprofilage. Pourquoi ils font ça? Les gens ont intérêt à maintenir les routes comme ça parce que les fonds de reprofilage, de saupoudrage, les entreprises qui les prennent pour soi-disant faire l'entretien routier chaque année, c'est les entreprises de eux-mêmes et de leurs amis. Donc s'ils font la route, il y aura plus de business pour qu'il y ait des surfacturations, pour qu'ils se partagent de l'argent. Alors comment est-ce qu'on peut comprendre que quand on vient à la télé, on nous dit le port autonome de Lomé, c'est le seul port en eau profonde. Mais on oublie de nous dire que le port autonome de Lomé ne sera pas viable si la route qui dessert l'Interland et donc qui permet aux pays qui sont les clients du port autonome de Lomé n'existe pas. Ou si les rails n'existent pas. Autrement dit, le port autonome de Lomé a beau être un port en eau plus profonde, elle n'existera pas si la route nationale numéro 1 n'existe pas. Alors, pour développer le port, il faut développer cette route. Il faut développer les rails. On peut mettre même le port en garantie pour faire cette route-là en autoroute jusqu'à Sécassé. Parce que le port rapporte de l'argent chaque jour, le port peut payer. Donc les gens n'ont aucune vision. Donc si vous prenez la route, par exemple, Lomé-Dapaon, vous n'avez pas une route. Vous faites 20 km, vous tombez sur des trucs de route, vous faites 15 km, vous tombez sur une route un peu bonne, après vous tombez, c'est sectionné comme ça jusqu'au nord. Donc c'est la faillite totale. Donc quand on le dit, c'est un constat, puisque les gens meurent tous les jours sur ces routes-là. On ne le dit pas pour faire du mal à quelqu'un. La dernière fois, on a vu la première ministre ou la première ministre, je ne sais pas comment vous l'appelez. Voilà, bon. Rien interdit. Voilà. Qu'elle fait le tour des chantiers en tenue de, je ne sais pas, tout ça, de Shaolin, tout ça. Et elle va sur la route Lomé-Vogan là. Cette route que la presse a dénoncée depuis des années et qui a valu même une plainte pour des journalistes. Et les 26 milliards ont disparu. Il y a eu un second financement des Chinois. Et les Chinois sont en train de mal faire la route malgré le second financement. Et puis c'est un prêt chinois. Et vous avez vu là, à Vaughan, les gens se plaignaient, à Koumapé, les gens se plaignaient parfois de la restriction. Effectivement. En fait, tu ne maîtrises pas l'emprise claire de la route. On ne connaît pas les dimensions de la route. On ne connaît pas. On ne connaît pas les dimensions de la route. Voilà, et on a dit ça. Personne n'a jamais été arrêté. L'entreprise à qui on a donné la route, le ministre des Travaux publics à l'époque, ministre Union Femmes, est allé à l'Assemblée pour dire que l'entreprise qui a pris l'argent pour commander le matériel. Est-ce que la commande du matériel fait partie des charges de cette route-là? Donc personne n'a été arrêté. C'est passé pour perte et profit. Donc on ne peut pas être dans un pays comme ça et laisser les gens 2 milliards. 2 milliards, c'est ce que quelqu'un vole à la douane ou aux impôts en un mois. Disons la vérité. Il y a des choses dans ce pays, si on le dit, ça va choquer les gens, mais c'est la réalité. Alors, quand on dit qu'on ne peut pas trouver 2 milliards pour régler le problème des enseignants, pour que nos enfants aillent à l'école, alors que les enfants des barons sont à l'école française, ils sont à Arc-en-Ciel, ils sont, cite-moi les écoles là, Alpha, pour Lumière, machin. Donc, le nouveau message, c'est Marie internationale, quoi là, pour la bourgeoisie d'Agoué là. Donc, on a une république. Mariam internationale. On a une république. Pour la bourgeoisie d'Agoué. On a une république, mais on a 2 systèmes éducatifs.
On a une république, mais on a deux systèmes éducatifs. Vous comprenez? La république, l'école des bourgeois et l'école je ne sais pas comment les appeler, des prolétaires. Donc, personne ne s'occupe des prolétaires parce que leurs enfants sont déjà à l'école des bourgeois et leur rentrée, c'est une rentrée avant la rentrée des prolétaires. Un président de la République ne peut pas accepter que la République ait deux écoles. Les gens ne peuvent pas nous dire qu'ils sont au Togo et qu'eux ils font le programme français et qu'eux commencent l'école avant les autres. Dans les années 80, au lycée de Tokouin, les élèves allaient tous à l'école à la même date. Dans les années 70, que tu sois enfant de Yadema, de ministre, tout le monde allait à l'école à la même date. Donc c'est cette façon, cette prolongation du système colonial qui consiste à créer dans nos territoires des enclos d'éducation, soi-disant programme français, programme anglais, différents de l'éducation nationale, qu'il faut arrêter. Vous voyez? Et donc, c'est ça le problème. Si les enfants de Fonia Sibé, les enfants de ces ministres, les enfants des DG, tous allaient à l'école publique, je pense qu'ils se préoccuperaient du sort des enseignants. Et c'est ce combat-là qu'il faut mener. Et donc nous, en tant que journalistes, on pose le diagnostic, on pose les problèmes. Et on essaie de dire, ben, ce n'est pas nous qui gérons. Ceux qui gèrent, nous on sait qu'il y a de l'argent pour régler ces problèmes-là. Que personne ne vienne nous dire qu'il n'y a pas d'argent. La première ministre qui fait le déménagement de Cité OUA vers, comment appelle-t-on, vers le quartier administratif, tous les fonds de rénovation de ce bâtiment, vous savez combien ça va coûter? Combien ça a été budgétisé? Combien ça va coûter? Est-ce que c'est la priorité du moment? À qui elle va remettre les travaux? Peut-être une entreprise de son cousin, de son frère ou bien de sa soeur. Oui, mais et les gens ont fait de la surfacturation. C'est-à-dire que dans ce pays, chaque jour que Dieu fait, les gens créent une situation pour voler de l'argent. C'est ça, déménagement, c'est ça. On est aujourd'hui dans une gouvernance de rapace. Oui. On est dans la rapacité, institutionnalisée. Et de prébande. Nous avons affaire à des prébandiers. Vous comprenez? Donc 34 ministres, ça fait 34 nouvelles voitures de CIFAO. Minimum, c'est 30 millions la voiture. Fois 34 ministres. Peut-être la semaine prochaine, on va nommer encore un nouveau ministre. Puisque c'est une nomination, c'est un gouvernement élastique. Donc, on ne peut pas. Donc l'État qui dit qu'il n'a pas les moyens n'arrive pas à réduire son train de vie. N'arrive pas à réduire son train de vie pour faire face aux problèmes des populations. Il y a fondamentalement un contraste qu'il faut soulever. Donc nous sommes là pour parler de tout ça. C'est vrai que tous ces enseignants que vous voyez, il y en a qui sont sérieux, mais la plupart, c'est des gens qui ont été recrutés aussi sur la base du copinage. Quand ils font des élections bidons, on les recrute après pour bourrer l'enseignement. C'est eux qui bourrent les urnes pendant les élections. C'est eux qui sont les observateurs dans les bureaux de vote, c'est eux qui sont les assesseurs. On aurait pu se taire sur leur sort. Parce qu'on pourrait dire, ils méritent ce qui leur arrive. Effectivement. Mais bon, comme c'est un système éducatif qui concerne l'ensemble de nos enfants, de tous les enfants du pays, nous sommes bien obligés de dénoncer ce système-là tel qu'il est mis en place. Et puis Ferdinand, nous défendons des valeurs qui sont impersonnelles. Les valeurs sont impersonnelles parce que si chaque fois tu dois voir quel intérêt j'ai derrière ça pour le faire, un peu comme les gens, comme les Togolais se comportent, il a quel intérêt derrière, c'est-à-dire que chaque Togolais a un code. Quand il s'approche de toi, tu essaies de trouver le code et puis tout est bien. Qu'est-ce que je mange? Voilà, est-ce que je mange derrière? Quand Ferdinand parlait tantôt de la route, de notre fameuse route nationale numéro 1, en 2015, déjà, moi je faisais une mission à l'intérieur du pays, quand j'avais vu la qualité avec laquelle la société SBI à l'époque, puisque Seco avait pris, et quand Seco n'arrangeait plus, quelqu'un disait lors d'un festin que Seco est un drapeau qu'on est en train de monter, qu'ils vont le descendre bientôt. Effectivement, on a vu le sort de Seco. Alors, quand Seco avait laissé, on a donné à SBI. SBI, qui est une entreprise bizarre, qui vient des Arabes, etc. La qualité avec laquelle il faisait le travail, et quand tu vois même l'épaisseur de la chaussée, moi j'avais déjà alerté pour dire non. Mais il faut, ne serait-ce que, au niveau du ministère, qu'on mette en place, ne serait-ce qu'une cellule de suivi de ces travaux pour évaluer. C'est vrai que dans le contrat, il y a l'entreprise qui vient contrôler, etc. Ben, c'est les mêmes, c'est les cousins, les filleuls, etc. C'est-à-dire que c'est un club, le même club. Mais qu'on prenne des gens impersonnels, notamment par exemple, ne serait-ce que les hommes de médias, ou ne serait-ce qu'aller évaluer, voir. On avait annoncé et fait la même alerte sur le cas de Aledjo. Les contournements. Qu'on a dû bloquer et refaire après. Et on l'a refait de quelle façon d'ailleurs?
Et donc, c'était pas prévisible. Actuellement, quand vous dépassez sur le tronçon Atakpamé-Aouda, la route a commencé déjà pas à céder. Parce que le dosage, l'épaisseur de la chaussée n'est pas fait pour supporter les poids lourds. Parce qu'il y a une matière qui se passe au niveau de Djerewe là, où les véhicules arrivés avant de Djerewe, c'est les mêmes agents qui les font détourner. On décharge, on réduit les marchandises pour que au niveau du pesage, ça soit dans les normes. Une fois qu'on dépasse Djerewe, il passe par la brousse, on recharge. Ouais. Donc la route est constamment mise à rude épreuve. Moi, je ne comprends pas qu'une route qui dessert un port aussi autant sollicité soit faite avec autant de négligence, parce que juste ça participe à ce réseau mafieux-là qui dit que bon, ok, d'accord. Puisque même au niveau de Atakpamé, les Chinois avaient, un mois dans les Chinois dit, ben, ce que vous me donnez, c'est ça, vous faites, parce que ce n'était pas les prévisions qui étaient faites pour la route. Petit argent, petite route. Donc les Chinois disent, ok, d'accord. Puisque ça devait être une route deux fois, en prélude à l'autoroute qu'on veut nous construire. Mais on a préféré faire aller-retour simple avec les qualités les plus qui laissent le plus à désirer. Aujourd'hui, la route commence déjà pas à céder. Un peu comme on a vu sur la route, sur le cas de la route Lomé-Anero. Lomé-Anero, qui a été fait avec des désinvolture. À peine 5 ans après, on a commencé par voir les creux, les trous sur la route. Ouais. Voilà. Merci beaucoup, Joël. Un autre secteur qui est dans le coma au Togo, c'est le secteur du football. Nous reviendrons après cette pause pour en parler. Merci.